Bonjour à tous, merci d'être encore là. Je vais vous présenter cette réflexion qui suit par rapport aux méthodologies que j'ai pu mettre en œuvre. Je l'ai appelé « Entre dispositifs matériels et dispositions incarnées, appréhender le caractère écologique et épistolaire d'une méthodologie de recherche en design ». C'est une recherche que je mène actuellement en études et pratiques des arts à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Ici, c'est l'occasion, en fin de compte, de réfléchir à la nature de mes investigations en recherche qualitative, et notamment par rapport au caractère complexe de la recherche qualitative, qui ne peut pas être réduit à une procédure formalisée ou à une méthode applicable. Et je me suis rendu compte qu'il y avait toujours, en fin de compte, un écart entre la planification de la recherche et sa réalisation, que, en fin de compte, Jean-Pierre Olivier de Sardan qualifie comme en fin de compte, un savoir-faire qui serait d'abord une question de tour de main, qui procède à coup d'intuition, d'improvisation et de bricolage. Ce qui laisse quand même un champ de flou total quand on est étudiant et étudiante en doctorat. En fin de compte, ma réflexion investit cet écart, en fin de compte, sous l'angle d'une écologie plurielle, complémentaire, en se demandant comment la méthodologie et l'épistémologie s'articulent et s'influencent. Alors, je suis très nulle en... Comment ça marche? Voilà. Alors non, attendez, je suis très nulle. Excusez-moi. Le contexte de cette réflexion, c'est ce que je vous ai dit, c'est une étude doctorale qui est à la jonction des didactiques des arts. Je suis suivie par la directrice Monique Richard, qui est de la Faculté des Arts, spécialiste en didactique, et au croisement aussi de l'éducation relative à l'environnement. Je suis aussi dirigée par Lucie Sauvé, spécialiste de l'air. C'est une recherche que je qualifierais de type fondamental, même si ça peut faire peur, sur le design et sur les pratiques plus spécifiques, les pratiques éducatives du design. Ça porte sur les enjeux relatifs à un enseignement du design en temps de crise environnementale, avec comme leitmotiv, entre guillemets, cette citation de Leif Enrico Zimmermann, qui dit que la crise environnementale est une crise de civilisation, mais surtout, elle est une crise de la connaissance. Le contexte de cette étude s'intéresse plus particulièrement aux pédagogies du projet de conception, mais qui favorise une expérience concrète et incarnée, c'est-à-dire je m'intéresse vraiment aux activités pédagogiques qui vont se faire sortir, entre guillemets, les apprenants de leurs activités traditionnelles de conception, c'est-à-dire, on va dire, la représentation, la modélisation, l'argumentaire. Dès qu'ils commencent à faire du chantier, à faire de la manipulation matérielle, de l'arpentage, etc. Le point commun entre toutes ces pédagogies étudiées, c'est qu'elles émergent en fin de compte avec la reconnaissance de l'ère anthropocène à partir de 2010, c'est un petit peu ma date butoir, entre guillemets, et qu'elles instaurent aussi des relations privilégiées entre le corps qui apprend, les matières et les milieux. L'étude cherche à comprendre les fondements de ce type d'approche pédagogique. On va parler des motifs ou des motivations des pédagogues, et aussi et surtout les effets chez les futurs designers, les effets dans leur pratique de projet, et puis les effets pour la construction de leur savoir. Au regard de ce contexte éducatif, penser les modalités de mon investigation en recherche me place devant une certaine complexité. Celle d'une réalité éducative et disciplinaire multiculturelle, multiple en termes de pratiques aussi et de discipline aussi. C'est aussi le design, c'est une discipline avec des limites floues. Il y a des difficultés d'affiliation. On va pouvoir parler d'une affiliation aux arts, mais aussi à l'ingénierie, à la communication, aux humanités. Et puis, c'est une discipline un peu interdisciplinaire ou rassembleuse, puisqu'elle rassemble toutes celles et ceux qui se préoccupent des enjeux de la culture matérielle. À partir de ça, la délimitation de mon étude a été guidée par deux conditions.
Donc la nécessité d'aller là où les pédagogies visées, donc les pédagogies concrètes et expérientielles et incarnées du design se font. Aussi le souhait de contribuer au développement d'une recherche francophone et puis bien sûr les motivations des pédagogues par rapport à l'inscription sur les enjeux éco-socio-matériels. Donc ces conditions m'incitent à opter pour une enquête multisituée à la fois en France et au Québec. Donc là, je vous ai indiqué les 4 écoles participantes. Donc 2 au Québec, donc l'Université du Québec en Ottawa en design graphique, le Cégep du Vieux-Montréal en design industriel. Pour la France, je suis allée voir l'école d'architecture de Bretagne pour des workshops en éco-construction. Et puis l'école de la HIR de Mulhouse en design process. Donc là, j'ai suivi plusieurs workshops, mais notamment un qui entre directement dans mes analyses, qui est un workshop qui mêle la danse, l'improvisation pour faire du design, donc pour concevoir des assises dans ce cas-là. Et puis j'ai été voir la section design textile aussi de la même école, autour d'un projet d'ennoblissement de la laine de mouton qui n'était pas valorisé. Donc c'est une enquête multisituée qui reprend entre guillemets ce que peut dire les sociologues Namian et Grimard, qui constitue en fin de compte une géographie diffuse de l'enquête qui a l'avantage de faire tenir ensemble des terrains habituellement dissociés. Mais je m'inspire aussi de ce que peut dire Augustin Berck en faisant du voyage, en fin de compte, un genre à part entière de l'investigation en recherche et en optant pour une posture, un point de vue de voyageuse-chercheuse, si ça existe. Et Augustin Berck dit à ce sujet-là que, question de point de vue, celui de l'habitant n'est pas celui du voyageur, qui a, pour lui, en fin de compte, navigué d'escale en escale et qui doit pouvoir distinguer les unes des autres. Et en fin de compte, ça me permet justement de ne pas avoir le point de vue de l'habitant des pédagogies, entre guillemets, mais justement de pouvoir justement les mettre en rapport les unes par rapport aux autres, de voir leur singularité aussi. C'est l'avantage de mon acculturation, entre guillemets. Donc, si je reprends ce que nous dit Pierre Paillet et Alex Muccielli par rapport à la recherche qualitative, ils développent en fin de compte certains principes, des principes de proximité, c'est-à-dire une méthodologie qui favorise la mise en contact des personnes, de leurs pratiques et de leurs témoignages, une ouverture à la découverte, une fidélité descriptive, une attention aux phénomènes vécus. Donc tout ça, c'est important pour moi. Quand je vais voir les séances pédagogiques, quand je vais voir les initiatives pédagogiques. À cela, je me demande en fin de compte comment se préparer à adhérer au réel des situations que je vais voir, qui sont faites en fin de compte d'imprévus, d'inertie, de contraintes, de réticences. Moi, j'ai eu le droit au Covid, j'ai eu le droit au calendrier aussi des équipes pédagogiques qui ne correspondaient pas forcément avec mes séjours en France et au Québec. Et donc, du coup, aussi, cette inertie des distances que je me suis, en fin de compte, un peu imposée. Le parti pris méthodologique qui est le mien, en fin de compte, s'oppose à toute volonté de planification rigide et linéaire, mais vise une certaine souplesse, proche de l'idée de bricolage méthodologique ou de bricologie que je retrouve notamment chez Thomas Golsen en théorie des arts, et qui est repris en fin de compte de la pensée sauvage de Lévi-Strauss, qui différencie la posture projective et inédite de l'ingénieur à celle du bricoleur, qui est plus rétrospective, collectionneuse, dialogique. Le bricolage est en fin de compte le signe d'une science concrète capable d'inventorier, de négocier, d'ouvrir le sens des ressources à disposition. Et c'est vrai que, en fin de compte, toutes les outils, les techniques que j'ai pu en fin de compte sélectionner et mettre en place, j'en ai peut-être prévu beaucoup, comme un peu une boîte à outils. Pour moi, je les appelle des balises actionnelles et attentionnelles que, en fin de compte, que je sollicite en fonction des opportunités, des contraintes des terrains. C'est-à-dire, je ne vais pas appliquer à chaque fois les mêmes méthodes.
Effectivement, je vais filmer, je vais faire de la captation photographique, je vais faire des entretiens, mais je vais prévoir par exemple des grilles d'entretien individuels et en groupe, mais je ne vais pas forcément les utiliser en fonction des opportunités que j'ai. Donc, la démarche que j'ai mise en œuvre repose sur un travail de terrain au sein des groupes et des communautés pédagogiques étudiées, au plus près des situations naturelles, donc en séance pédagogique. Donc j'ai une pratique d'imprégnation qui est évoquée notamment par Olivier de Sardan, qui est rendue possible grâce à l'observation et l'interaction. Autour de ça, en fin de compte, j'ai deux postures complémentaires que Tim Ingold distingue, celle de l'anthropologue et celle de l'ethnographe. Donc l'anthropologue va avoir une imprégnation qui va être incarnée, qui va être immédiate. Ça va privilégier une incorporation des compréhensions pour le chercheur ou la chercheuse. Donc ça va privilégier une mémoire qui va être incarnée, physique. Donc là, effectivement, sur les terrains, je vais faire de l'observation. Donc j'observe, je vais échanger avec les étudiants, les pédagogues, et je vais parfois participer aussi si l'opportunité se présente, s'il y a des effectifs réduits, par exemple, ou en fin de séance, je vais répéter les gestes des étudiants. La seconde, c'est la posture de l'ethnographe, qui va être plutôt une imprégnation descriptive et médiatique, donc avec une visée documentaire. Donc là, je vais plutôt parler d'une mémoire matérielle. Donc ça va me permettre d'avoir une mémoire physique et concrète de ma propre expérience et de l'expérience des participants. Donc là, par exemple, pendant les séances, je vais glaner des traces, je vais faire de l'échantillonnage, je vais faire de la photographie, je vais prendre des mesures des équipements, ce genre de choses, je filme, j'archive. Par rapport à la recherche qualitative, il y a aussi une importance particulière à l'expérience par rapport à l'épistémologie. Et là, on peut se demander comment l'expérience éprouvée et partagée par les participants et moi-même informe la recherche, comment se forme et se pérennise le sens tout au long du processus. Donc les difficultés d'accès au vécu intime des participants me font adhérer à une compréhension par rapport aux phénomènes qui émergent pendant les activités, et une progression sémiotique tout au sein des pratiques aussi. Je prends en compte, en fin de compte, les principes de réception, de compréhension et de production de sens à travers une considération étendue du langage, supporté par des médias et par des modalités aussi adaptées aux pratiques et aux différents domaines du design. Et qui appelle aussi une sémiotique sociale, donc reprise des travaux de Günther Kreis, par exemple, ou de Sarah Pink, et aussi une sémiotique plus intime, plus émotive, reprise des travaux, par exemple, du groupe du Grex. Donc, au sein de mon investigation, je repère en fin de compte la production de sens à partir de ce que je peux appeler une écologie dispositionnelle, faite de dispositifs matériels, de dispositions corporelles et d'interposition et de transposition modale. Donc, en ce qui concerne les dispositifs matériels et dispositions corporelles, je note en fin de compte qu'il y a l'emphase par rapport à l'étymologie sur le 10 qui correspond à un écart des dispositions. Ça marque ici le caractère singulier de la position, en fin de compte, quand on est en état de recherche, qui crée en fin de compte une certaine forme de distance et qui sert en fin de compte d'une certaine visée qui est de servir de médiateur dans la production de sens. Ouais. Donc ça, c'est quelques exemples de dispositifs matériels que j'ai pu mettre en place tout au long de mon investigation. Ce que je peux noter ici, c'est que j'ai eu une attention particulière, en fin de compte, de faire correspondre les moyens de mes investigations
aux pratiques étudiées par rapport à un souci des enjeux écosociaux matériels, c'est-à-dire que il va y avoir une certaine frugalité par rapport aux moyens que je vais employer. Certains vont être cuisinés, d'autres vont être fabriqués. Ça participe aussi à une forme de confort en recherche, de me créer en fin de compte tout un univers aussi matériel pour prendre soin des activités que j'ai moi, de transcription par exemple, ou de glanage, d'échantillonnage. Ça donne une part intime entre guillemets à ces moyens-là, au-delà de l'appareil photo ou de la vidéo, etc. En ce qui concerne les dispositions corporelles, donc j'ai plusieurs axes par rapport à ça d'attention. Ça va être notamment la considération du corps dans la recherche, alors le corps du chercheur mais aussi des participants, qui pour moi sont en fin de compte des informateurs privilégiés. Donc ça va se traduire comment? Ça va se traduire notamment par effectivement de la participation ponctuelle. Ça peut être aussi des formes d'auto-explicitation pour me préparer aux entretiens. Les entretiens avec les participants, enseignants et apprenants, quand c'est des entretiens individuels, je vais avoir une focale sur la compréhension des pratiques et du vécu en pratique. Donc j'ai été formée aux entretiens d'explicitation. Donc je pratique ça avec eux et je pratique aussi avec eux du décryptage de sens. Donc ça, c'est plutôt Nadine Feingold qui a développé ça. C'est-à-dire que les participants interprètent aussi, ils décrivent finement leur pratique, mais ils vont aussi finir les entretiens par de l'interprétation sur ce qu'ils viennent de mettre en conscience par rapport à leur pratique. Donc eux aussi interprètent, il n'y a pas que moi qui ai une lecture interprétative des données. Qu'est-ce que je peux dire par rapport... Donc effectivement, c'est aussi une mise à disponibilité de l'autre, donc c'est aussi une recherche incarnée dans ce sens-là. Il y a... par rapport à la lecture des verbatims et l'analyse des verbatims, je pratique de l'analyse phénoménologique par rapport aux verbatims, toujours pour en fin de compte retarder le moment interprétatif. Bon, je vais m'arrêter là alors. Moi, je vous remercie. Pour laisser du temps, hein, désolé, mais comme on a un petit peu débordé. Voilà. On va remercier. Et poursuivre avec le temps d'échange. Donc, est-ce que dans le public, il y a des questions? Oui. Bonjour, merci beaucoup. Donc, Virginie Messina, Créade, Université Rennes 2. Il me semble que De Sardan reprend deux concepts que sont émique et éthique. Vous n'en avez pas parlé, je voulais savoir si c'était quelque chose que vous avez mobilisé, même si vous ne l'avez pas présenté. Et une deuxième question qui va un petit peu avec celle-ci, c'est comment est-ce que vous articulez votre propre expérience, enfin l'interprétation de votre propre expérience avec celle que vous observez des autres participants à cette enquête. Voilà. Alors, pour Olivier de Sardan, je ne connais pas ces concepts-là, mais je les note en tout cas. Je vais les regarder. Alors, il reprend ça de Pike, je crois, mais l'émique est ce que les acteurs qu'on observe donnent comme sens à leurs propres actions, ouais. Et l'éthique sans H, donc TI, est plutôt l'interprétation qu'on en fait du point de vue d'une observation, en fait. Et ce qu'il défend, c'est qu'ils sont complémentaires, ils ne s'opposent pas, en fait. Et, oui. Donc, voilà. Ouais. Moi, de toute façon, voilà, j'en ai pas parlé, mais moi, par rapport à l'analyse des verbatims et des données, et puis la phase interprétative, je me suis en partie basée sur de la théorisation ancrée, mais vraiment la première base.
parce que je ne sais pas si je fais de la théorie vraiment à la fin, mais même si c'est le but, mais je suis pas sur une généralisation de ce que je peux trouver. Par contre, oui, effectivement, pour tout ce qui est phase interprétative des participants, oui, c'est totalement valorisé, en tout cas, dans ma relecture. Enfin, j'essaye au mieux, en tout cas, de garder une certaine fidélité. Enfin, tout mon travail, en tout cas, de relecture et d'écriture, essaye d'aller dans ce sens-là, même si c'est compliqué. Et puis, même si je ne redoute pas la parole de l'interprétation de la chercheuse, ça non plus. Mais pour moi, c'est complémentaire, ouais, totalement. Et puis, alors, je me souviens plus de votre autre question. C'était quoi déjà ? Comment, en fait, votre propre expérience vient aussi contribuer à une analyse globale, en fait, des pratiques que vous observez et qui s'articule, en fait, avec ce que vous en observez ou le sens que les personnes que vous observez donnent à ce qu'ils moi, en tout cas, de faire de la participation ponctuelle, ça m'a vraiment permis d'avoir un caractère un peu empathique des relectures, parce que je savais, enfin, je ne peux pas me mettre à la place d'eux, mais par contre, j'ai senti les efforts, j'ai senti les sensations, et ça, je pense que ça peut être partageable. J'ai senti les textures, enfin... quand je m'intéresse à l'approche de Günter Kreis, par exemple, quand il dit qu'une texture, c'est déjà de la représentation, c'est déjà un processus sémiotique, ce genre de choses. Oui, effectivement, je me sens obligée, effectivement, d'aller toucher le feutrage, de faire le process du feutrage pour comprendre ce que l'enseignante va me témoigner, justement, parce qu'elle me témoigne son process aussi pour faire du feutrage, et d'avoir vécu ça aussi. Je l'entends, j'entends ces lourdeurs, j'entends le contact qui est rêche ou qui n'est pas rêche, j'entends tout ça plus finement, je trouve, en tout cas. Mais après, je n'ai pas pu faire tout, c'était impossible parce que j'ai vu beaucoup de choses, et puis l'idée, c'est vraiment pas non plus de monopoliser. Enfin, quand on est en terrain, on fait tout, c'est très compliqué d'être en terrain. À la fois on fait tout, il faut être partout, et on prend pas tout non plus, et on peut pas être le centre de tout non plus. Il faut vraiment être en marge, donc c'est très compliqué. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé. On peut prendre une dernière question peut-être, puisque si on veut respecter le timing, c'est ça, hein, c'est 45. Donc dernière question, Madame Roy. Bonjour, Emeline Roy, Aix-Marseille Université. J'ai noté deux éléments qui m'ont questionné, d'une part dans votre résumé, mais aussi dans votre présentation là à l'instant. C'est la locution d'écologie dispositionnelle qui qualifie votre méthodologie. Et donc, si vous avez une minute pour revenir là-dessus, parce que je n'ai pas tout à fait saisi de quoi il s'agissait. Et une autre locution qui m'apparaît encore un petit peu floue malgré votre présentation, c'est quand vous parlez d'épistémologie épistolaire en mobilisant Ingold. Ouais. Et là, j'aurais juste aimé savoir là où vous alliez quand vous parliez de ça. Peut-être c'est naïf normal, ma question, ouais, mais vraiment. C'est normal, j'ai pas présenté. Ah, okay. En fin de compte, tout l'intérêt de la présentation est après, mais c'est pas. C'est bon, ouais, c'est le jeu. Mais c'est pas grave. Mais effectivement, alors tout ce qui est écologie dispositionnelle, effectivement, moi là, ce que j'ai voulu présenter, c'est vraiment des logiques dispositionnelles qui sont reprises en fin de compte du travail d'Emmanuel Belin, qui travaille sur les dispositifs. Et effectivement, tout ce qui est logique dispositionnelle vient en fin de compte participer aux logiques de proximité que Pierre Payet nous avait évoquées tout à l'heure par rapport à la recherche qualitative.
en fin de compte, j'ai remarqué qu'il y a plein de jeux de positions différentes. Alors là, j'en ai abordé 2. Mais il y a aussi des modalités de position. Donc, j'aurais pu les aborder sur les transpositions et sur les interpositions, qui se jouent en fin de compte des dispositifs et des dispositions que j'ai évoquées là, qui vont venir faire le jeu de relations en fin de compte entre ces positions. Donc ça, effectivement, je parle d'une écologie parce que je m'appuie aussi sur le travail de Crampel, sur les processus sémiotiques écologiques, qui va justement travailler sur la nature interactionnelle de la sémiotique, comment on interagit avec différents signes qui ne sont pas des signes pour d'autres et qui seront des signes pour soi. Lui, il a travaillé ça par rapport à la faune, à la flore, aux êtres humains, mais je veux dire, il a vraiment étendu ça à tous les êtres, entre guillemets. Et ça, c'est super intéressant parce que moi, en design, en fin de compte, je travaille sur les rapports à la fois à soi, c'est-à-dire l'apprenant. Qu'est-ce qui se passe en lui quand il a ces pédagogies-là, mais qu'est-ce qui se passe aussi dans ses relations aux matières, aux altérités qui ne sont pas vivantes, aux altérités qui sont vivantes. Ça peut être ses collègues, mais ça peut être aussi tous les outils qu'il utilise, les matières qu'il utilise. Et on peut aller vraiment en très grand, c'est-à-dire avec l'environnement qui l'environne et avec quoi il interagit. Donc, bon, c'est un peu ce cadre-là. Après, l'épistémologie de l'épistolaire, c'est le but de ma présentation, mais je ne peux pas vous la faire. Mais en fin de compte, ça part de cette pensée en mouvement que Tim Ingold évoque, où effectivement la production de sens, là en recherche, se base effectivement sur de la réception. Là, j'ai récolté beaucoup de choses, je reçois, etc. Je cherche à comprendre et je produis du sens. Et en fin de compte, c'est vraiment un jeu de va-et-vient de lecture. Et en fin de compte, j'ai réfléchi au fait que l'étymologie de épistémologie, c'est... si juste je reprends, je suis désolée, il me faut... l'étymologie de épistémologie, ça vient de sur et de être debout. C'est un savoir qui se tient debout, d'accord ? Épistolaire, c'est vraiment ce jeu de correspondance qu'on peut avoir dans une écologie de recherche. Et c'est un épi, c'est sûr, mais ça marche sur le télos, c'est-à-dire sur le déposé, sur l'endroit. Et en fin de compte, moi je suis architecte de formation. Pour moi, ça me parle énormément parce que, en gros, épistémologie, moi je vois de la charpenterie, c'est-à-dire qu'on commence à ériger du savoir en le levant, c'est pas du tout la même dynamique que la stéréonomie, c'est la maçonnerie, qui en fin de compte, on pourrait qualifier ça, si on fait une métaphore, d'un savoir qui se fait par passe. C'est un savoir qui est horizontal et qui se gère justement sur de la correspondance. Et bon, moi, j'aime en tout cas m'approprier ça parce que je le comprends différemment et effectivement, c'est plus un va-et-vient. Alors, si vous voulez, j'ai fait un article là-dessus où j'explique vraiment tout ce que j'ai essayé de vous présenter que je n'ai pas pu parce que je suis trop lente. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un article dans ce numéro de la revue Multimodalité qui est paru cet été. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup, Céline. Merci.